Donc, hashtag merci. Donc, les strings. Les strings, on a vu ce que c'était, hein, une chaîne de caractères. C'est par exemple de dire S égale hello world. Et ça permet d'assigner la chaîne de caractères hello world à ma variable S. Alors, je vais juste mettre la référence, donc str. Donc, on va voir que pour tout ce qui est les strings, donc ça, j'y mets comme ça. Voilà, normalement ça doit marcher. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Non, il gueule. Je verrai pourquoi. Ok, donc tout ce qui est string, je vais te montrer, on va regarder la documentation technique de string. Donc c'est clair que list, tuple, donc ça c'est ce qu'on a vu. Et puis voilà. Donc c'est ce qu'on appelle on va dire les séquences de texte, hein. Et c'est matérialisé par une classe qui s'appelle la classe str. Donc quand on fait un string, en fait derrière c'est un objet chaîne de caractères, et puis cet objet chaîne de caractères, eh ben, il a des méthodes. Donc par exemple, on verra après ce que c'est des objets, et puis on verra aussi ce que c'est les méthodes des objets. Donc là typiquement c'est un objet qui permet de manipuler les chaînes de caractères. Et puis, il y a plein de méthodes qui permettent de faire des choses avec, d'accord? De manipuler en fait cette chaîne de caractères. Donc si on prend par exemple capitalize, qui va mettre en fait toute la chaîne en uppercase finalement, hein, on est d'accord? Donc si ici je fais un print de cette chaîne, eh bien, on va voir que on aura la chaîne telle qu'elle, hein, on est d'accord. Et puis si je fais cap égale s.capi lies, donc normalement ici. On a mis des parenthèses fermées. Ah, parce que c'est une méthode. Donc tout ce qui est méthode, on revient ici. Tout ce qui est méthode, si tu veux, c'est comme des fonctions, mais c'est des fonctions qui appartiennent à une classe. On va voir après ce que c'est une classe, comment on crée une classe, et puis comment on crée des méthodes. Donc par exemple ici, ça ce sera ma chaîne de caractères str. Et puis je veux la rendre en uppercase, donc je vais la capitalize. Ouais. Et je vais utiliser la méthode qui permet de retourner une chaîne de caractères en uppercase. D'accord? Ok. Donc si je fais nouvelle variable égale capitalize, normalement, si ensuite j'imprime ma chaîne de caractères, on va le voir, à ce moment-là, on aura une chaîne de caractères qui est retournée, qui est en majuscule. En uppercase. D'accord? Majuscule. En majuscule. Alors ça c'est le readme, hein. Je l'ai mis là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quand même un nouveau fichier. Alors on fait un nouveau fichier CV F2. Donc là je vais renommer le fichier, hein. Je vais l'appeler str, et puis on va faire donc les strings, puisque l'autre fichier évidemment non, qu'est-ce qu'il m'a fait là? on reprend le code que j'ai écrit, voilà, merci. Et puis on le met ici, et puis on c'est pas le bon là. Hein? C'est pas le bon là. Bah, j'ai fait str.py.
Non, mais là, t'es en train de mettre T1 tuple, c'est autre chose, ça. Ah non, oui, je me suis trompé, pardon, C'est merci. dans le readme. Ouais, ah oui, oui, c'est pas dans le calls, c'est dans le readme, merci. Voilà, j'avais mis Moi, dans je le suis, hein. Ouais, ah, c'est le principe, hein. Ok, voilà. Donc, si je tourne mon code là, hein, bon, on se rappelle pour tourner, on a dit pour. Bon, vas-y, Ouais, le debug. debug, on fait simplement le play, et puis voilà. Donc, on voit Oh, c'est ici. orange. Pourquoi c'est orange là? Ouais. Ouais, bah, En ça bas, veut là. dire que le debugger s'est arrêté sur la première ligne. Non, mais en bas, après, tout en bas, c'est orange. Ah, ici en bas? Ouais. Parce qu'on est en debug. Ah, d'accord. C'est tout. Donc F10 pour assigner, donc on voit que ma chaîne de caractères, ma variable S a bien pris Hello World. Donc si j'imprime, bah, on voit ici que j'ai bien Hello World. Et si je capitalise, on voit, ah non, alors c'est la première lettre qui capitalise, pardon, j'ai mal lu la doc. Donc c'est la première lettre qui capitalise, donc on voit bien qu'il a mis la première lettre en majuscule. D'accord? Donc là, euh, je vais mettre un petit commentaire. C'est uppercase de first letter. Ok? Donc on voit bien que il a invoqué la méthode capitalize, d'accord, de ma chaîne de caractères S. Donc finalement S c'est un objet qui s'appelle str. Et puis il a invoqué la méthode capitalize. Donc maintenant par exemple, on va regarder la documentation. On va partir. Donc, pour continuer là, donc on a vu qu'il y avait des méthodes. Donc, si je prends la méthode maintenant upper, d'accord? Alors celle-là, elle va convertir entièrement ma chaîne de caractères en, en uppercase, d'accord? Ouais. Donc ici, je reprends, on continue, et ça, c'est uppercase all. Bon, alors letters ou caractères, on est d'accord. Donc si je l'appelle UP, d'accord, et puis que là j'invoque la méthode upper, à ce moment-là, on va voir que ma chaîne de caractères, elle sera, donc on va mettre un point d'arrêt ici, puisqu'on a déjà vu le reste, on enlève celui-là, et puis on redebug, donc F5, hein. Et c'est parti. Donc là, on a vu capitalize, c'est la première lettre. Et puis ici, ben, on voit bien que on a mis tous nos caractères en uppercase. On est d'accord? Ouais. Donc, on a pas mal de méthodes. Parce que l'objet string, évidemment, on peut manipuler beaucoup de choses hein, avec des strings. Donc on peut par exemple aussi convertir une chaîne de caractères en nombre. On est d'accord? Parce que, on va prendre un exemple, si maintenant j'écris NB égale 1200, on est d'accord que ça, on pourrait imaginer que c'est un nombre, mais ça n'est pas un nombre, c'est une chaîne de caractères. On est d'accord? Alors c'est important de comprendre pourquoi c'est une chaîne de caractères, parce que, en gros, l'ordinateur, il va stocker la valeur de 1 en forme de chaîne de caractères. Donc ça s'appelle la table ASCII. Donc je vais te montrer ce que c'est la table ASCII. D'accord? C'est comme ça que ça a commencé. On va la voir. Voilà, elle est là. Donc la première table sur les ordinateurs, ça a été la table ASCII. Après, on a d'autres tables comme ISO, UTF-8, etc. Mais la table ASCII, c'est la première table, en fait, qui représente les 128 caractères. D'accord? Ok. Donc ça veut dire que si j'ai une variable, je vais prendre un exemple, mais si je mets n égale 1200, on est d'accord que ça, on va juste démontrer notre truc là,
on est d'accord que ça, c'est le chiffre 1200. Ça veut dire qu'en mémoire, dans la zone mémoire, il a stocké un nombre qui est vraiment 1200. Alors que ici, quand je mets NB égale 1200, on ne verra pas, il faudrait que je mette quelque chose derrière, on a stocké le caractère 1, le caractère 2, le caractère 0 et le caractère 0, ce qui n'équivaut pas à 1200, on est d'accord? Donc, si on regarde le caractère 0, c'est pas la valeur 0, puisque la valeur 0, c'est une valeur entière. Donc si on regarde le caractère 0, donc là on voit toute la liste des caractères, on est d'accord? Donc on voit que le caractère 0, il a la valeur 48, on est d'accord? Et donc le caractère 2, qui est ici, il a la valeur 50. Ok. Le caractère 1, il a la valeur 49. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre chaîne de caractères, on a ici 4 valeurs. On va avoir 49, 50, 48 et 48. D'accord? Ça n'est pas pareil que d'avoir une variable de type entier qui contient la valeur 1200. Donc, ce qui arrive souvent, c'est quand un utilisateur, par exemple, saisit un chiffre dans un edit, et puis qu'il doit taper des nombres, ok, on stocke bien une chaîne de caractères. Mais ça n'est pas un nombre, c'est une chaîne de caractères. Donc, on a des méthodes qui nous permettent, évidemment, de convertir une chaîne de caractères en nombre. Parce que sinon, on ne pourrait pas faire saisir des valeurs. Donc quand on tape des caractères sur le clavier, c'est ça que je voulais dire, quand on tape des caractères sur le clavier, on a bien une chaîne de caractères dont chaque caractère a en correspondance une valeur numérique. Mais cette valeur numérique, on l'a vu dans la table ASCII, quand je tape le caractère 0, je n'ai pas le chiffre 0 derrière, on est d'accord? J'ai pas mon 0 sous forme de caractère n'équivaut pas à 0 en valeur entière. Il équivaut à 48, on est d'accord? Donc si on veut convertir une chaîne de caractères en nombre, il va prendre évidemment chaque caractère et puis ensuite il va convertir pour fabriquer un nombre. Donc on a des méthodes, alors comme moi je ne suis pas spécialiste on va regarder, donc déjà j'ai une méthode qui me permet de dire si ma chaîne de caractères, on va tester celle-là, si ma chaîne de caractères, elle contient que des digits. Donc des digits, ça veut dire des nombres. Un digit, ça va de 0 à 9, on est d'accord? Donc si ici on dit is number égale nb.isDigit, d'accord? Normalement, si on print is number, on est d'accord que normalement ici on a bien mis que des digits. Logiquement, donc on va mettre un point d'arrêt ici, on l'enlève. Logiquement ici, il devrait dire true, on est d'accord? Donc j'assigne n. Donc là on voit que j'ai ma chaîne. Alors les breakpoints, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de les voir. On va descendre un tout petit peu ça. Pardon. Oh. Bon, c'est pas grave. On y arrive. Donc on voit bien qu'on a mis 1200. Donc maintenant si je lui demande si c'est des digits, on voit bien qu'elle a dit true. Parce que ma chaîne de caractères c'est que des digits. Bon maintenant on va refaire ça. Et puis on va lui dire, on va mettre un A au milieu. On est d'accord? Ouais. Donc là, normalement, si tout se passe bien, ça devrait être false. Ça, c'est bien un nombre. Ça, on voit bien, maintenant on a fait une chaîne de caractères. Donc isDigit, on est d'accord, c'est false. Puisque dedans, on a un caractère qui n'est pas un digit.
Donc cette méthode-là va retourner false. Ok. Maintenant, si on imagine que on prend... Donc ça c'est un entier, mais si je mets 95, donc 1200.95, est-ce que c'est un digit? On va retester, d'accord? Donc on stoppe, on refait F5. Donc là on avait déjà vu, je remets le point d'arrêt ici. On va pas tout redérouler. Donc ici, est-ce que c'est digit? On voit bien que c'est false. Pourquoi est-ce que is digit retourne false alors que finalement on a l'impression d'avoir que des nombres? Ouais. Mais on a un point décimal. Un point, c'est pas un nombre. C'est pas un digit. C'est pas un digit le point. Ah non. Puisque ça va de 0, ça ne fonctionne pas. Alors pour convertir, on est d'accord que nous on avait n égale 1200 et nb égale 1200 mais en forme de chaîne de caractères. Donc si on veut, donc là je regarderai avec celui-là, on le fait plus tard, je regarderai le prochain coup. Donc si on veut maintenant convertir par exemple notre... donc là c'est NBF, je vais mettre comme ça, on est bon. Si on veut convertir notre NB en entier, à ce moment-là, on va lui dire, donc là on va utiliser une méthode, pardon, qui est simple, c'est de dire, on prend le type, donc par exemple c'est un entier, on est d'accord? Et puis on peut lui dire, on voit la documentation, on lui passe le x qui est la chaîne de caractères, d'accord? Donc là on va prendre NB, et puis ensuite on a la base. Donc si c'est de la base, on est d'accord que 1200 c'est en base 10, d'accord? On verra les bases plus tard. Donc par défaut, ici on voit dans la doc, par défaut, la base, elle est en base 10. Ce qui paraît logique puisqu'on calcule en base 10. D'accord? Donc si on fait ça, n c'est entier, la valeur entière de la chaîne de caractères 1200, on devrait avoir dans n, on devrait avoir 1200. On est d'accord? Ok. Donc on va le voir tout de suite. Qu'est-ce que ça donne? Ok, allez, c'est parti. Hop. Donc là, on voit que NB, j'ai mis 200. On est d'accord? Ouais. Bon, N, on avait déjà mis 200 parce que je l'ai assigné ici. J'aurais dû faire autrement. Mais... Et puis si je fais F de N, j'ai bien mis 200. D'accord? Donc il a bien converti ma chaîne de caractères en valeur entière. On est d'accord? Je vais mettre N1. Ok. Donc ça, c'est convert. Voilà. Alors maintenant, on essaye de faire un nombre à virgule flottante. Donc là, on va voir, hein, ça devrait jouer. Donc on va dire, NB, on va le modifier, c'est 1200.95, d'accord? Donc si on va faire quand même un test pour dire qu'on le veut en entier. Est-ce que ça va marcher ou pas? Ça, je ne sais pas, mais je pense que normalement, il va... On est d'accord, là, on a 1200.95. Donc, si on le voit ici, donc si on convertit en valeur entière, il va dire, attention, c'est pas une valeur entière, on est d'accord? Ouais. Bah non. Bah non, c'est une valeur flottante. Donc, si on veut maintenant le convertir en valeur flottante, on est d'accord, le type, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il ne peut pas la convertir. Donc, à ce moment-là, il va falloir quand même changer le type. On est d'accord? Puisqu'il te dit que c'est faux. Alors,
on est d'accord que ici, maintenant, si je fais float, qui est un nombre à virgule flottante, c'est pour ça que ça s'appelle float, hein. À ce moment-là, normalement, lui, ça devrait marcher, on est d'accord. Alors on essaye. Là, donc ici on a bien 1200 et ici, regarde bien ton chiffre, c'est bien un chiffre à valeur flottante, on est d'accord? Ouais. Ok. Alors, je fais un dernier exemple pour les conversions en type. On est d'accord que si on reprend NB, qui vaut toujours 1200, et non, on va reprendre ici, on va refaire donc on veut un string to un float. On est d'accord que si maintenant on va mettre 1400, on est d'accord que est-ce que j'ai le droit de faire ça? Puisque là, on voit bien qu'on n'a pas de virgule flottante. Bah non, du coup, t'as pas le droit. Eh ben si, parce que Ah si. oui, parce que si tu veux 1400, c'est pas parce qu'il n'a pas une valeur flottante que ça peut pas être un nombre à valeur flottante, parce que 1400 valeur flottante, pour moi, c'est 1400.0. Ok. Ça existe 1400.0. J'ai 0 après la virgule. Ça existe. On a des nombres en virgule flottante, donc je vais te montrer. Donc dans l'autre sens, on peut pas, parce que ça c'était une valeur flottante. Si on veut le mettre en entier, bah, ça ne marchera pas parce qu'il y a un point. Mais par contre, c'est pas parce que j'ai pas de point que je peux pas le convertir en valeur flottante. On est d'accord. Dans le contraire, ça n'est pas le cas. On est d'accord. Là, je vais mettre 1400 dans NB. On voit bien à gauche, j'ai 1400. Et si je fais float de NB, regarde le chiffre, comment il est. C'est 1400.0. Ah, 0,0. Parce que c'est un chiffre à virgule flottante. Il y a des chiffres à virgule flottante qui sont 0.0. Ben oui, on a le droit. Donc tu vois, dans ce sens-là, on peut. Dans l'autre sens, on peut pas. Donc ici, je vais quand même mettre, parce que ça fait partie du cours. Non, pardon. Tac. Donc ici, puisqu'on l'avait fait avant, ici, on est d'accord que ici, on a une exception. Convert to integer. D'accord? Mais par contre, dans l'autre sens, 1400, c'est bien un chiffre valide, puisque pour lui, c'est 1400.0. Ok? Alors, dans les chaînes de caractères, parce que les chaînes de caractères, on les utilise beaucoup. D'accord? Donc, il y a d'autres méthodes, hein. On a vu upper, il y a évidemment lower, et puis il y a aussi, on peut tester si, par exemple, une chaîne de caractères démarre par quelque chose, en lui disant tu démarres depuis tel caractère et tu finis par tel caractère. On a aussi la possibilité de split des chaînes de caractères, donc ça on pourra le voir. Et puis on a aussi la possibilité de, par exemple, remplacer une chaîne de caractères par une autre. Donc on va faire un petit test avec le replace. Après, je te laisserai regarder un peu la doc quand on en a besoin en fait, hein. Ça ne sert à rien de la regarder tout le temps. C'est quand tu as besoin, tu vas voir la doc. Ok? Donc par exemple ici on avait S, c'est Hello World. On est d'accord? Donc si je fais S1 égale S.replace, on est d'accord? Donc je veux remplacer. Alors, il est où? Voilà. Je veux remplacer une ancienne chaîne de caractères par une nouvelle chaîne de caractères. On est d'accord? Donc, je veux remplacer par exemple world par qu'est-ce qu'on va dire? J'en sais rien moi. Hello.
Bon, allez, on essaye ça. Et puis ensuite, je fais. C'est un exemple. Quoi. Les exemples sont pas toujours. Donc là, normalement, si on est bon, on devrait avoir. Donc là, on avait Hello World, et puis maintenant, on veut mettre dans S1, on va remplacer World par Dude. On est d'accord? Donc il a bien remplacé le mot World par Dude. Ok? Tu l'as vu? Oui, j'ai vu, ouais. Ok. Donc ça, c'est la méthode replace. On va en faire quelques-unes. On peut aussi trouver, d'accord? Donc on peut rechercher un mot dans une chaîne de caractères ou une séquence de caractères dans une chaîne de caractères, ce qui s'appelle rfind. Donc on prend l'exemple ici, si je lui dis s1.rfind, rfind, voilà, en parenthèse, qu'est-ce que je veux chercher? On lui dit par exemple DU, d'accord? Et puis le start, ben, je démarre du début, et puis la fin, je vais jusqu'à la fin. D'accord? Les paramètres par défaut, c'est je démarre du début, puis je vais jusqu'à la fin. Donc, on va faire IDX égale, et on va faire un print. On fait des prints en programmation, on fait pas des prints partout, on est d'accord. Hein? Mais là, je fais des prints parce que c'est un cours. Ok. Donc ici, on va chercher DU dans ma chaîne de caractères. Voilà. Alors on voit que il m'a retourné l'index 6. On est d'accord? Donc si je regarde ici, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pourquoi 6? Bah parce que c'est l'index du premier mot. Ah oui, du premier DU. Ok. Donc comme on est à 0, tu te rappelles 0, Oui, 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc le DU de Dude, il est bien à partir de l'index 6. Maintenant, si je veux chercher ici, par exemple, Hello World, par exemple WOR, on va voir que normalement, dans ma chaîne de caractères qui est ensuite Hello Dude, on est d'accord que ici, logiquement, on n'a pas trouvé On est à 7. on n'a pas trouvé de mot WOR. On est d'accord? Ah, dans Hello Dude, ouais, d'accord. Ah oui, oui, parce que le World est S1. dans S1. Donc lui, il retourne, quand il ne trouve pas, il retourne index -1. Ça veut dire que je n'ai pas d'index, puisque les chaînes de caractères commencent à 0. Pour lui, c'est vrai que un index qui existe, un mot qui n'existe pas, pour lui, -1, c'est pas mal. Ok? Donc voilà, on a des choses comme ça. On peut aussi, donc on a énormément de méthodes. Hein. Le split, on peut le voir. Alors le split, il est très utile pour splitter des chaînes de caractères qui sont séparées par des caractères, un caractère spécifique. Bon, alors, je prends un exemple. On va faire le split. Donc le split, on l'utilise beaucoup. Donc par exemple, on avait quoi? S, c'est très bien S. Donc on imagine que S, j'ai par exemple hello, point virgule, world, point virgule, toto, point virgule, bye. Donc, ou bye comme ça peut-être, c'est plus sympa. Ok, donc on voit bien par exemple que cette chaîne de caractères, elle est séparée par le caractère point virgule. Donc nous on va pas faire, on pourrait le faire, hein. C'est-à-dire parcourir la chaîne de caractères, caractère par caractère, et chaque fois qu'on rencontre point virgule, on stocke le mot dans un tableau, d'accord? Mais lui c'est plus simple, lui il a une fonction qui s'appelle split, d'accord? Et puis tu dois lui dire par
quel caractère séparateur la chaîne, il faut la partager. Donc ici, je vais lui dire point virgule, on est d'accord? Donc logiquement, qu'est-ce qu'il va faire si on regarde ce qu'il y a dans la chaîne SP? Donc est-ce qu'il va me retourner une chaîne de caractères? Split. Comme ça, en essayant de réfléchir comme ça, est-ce que ce sera une chaîne de caractères qui va me retourner? La fonction split. Non. Non, ça sera, puisque en fait il va splitter ma chaîne de caractères et puis il va les mettre dans quoi? Dans une collection, non? Ça sera peut-être une collection qu'on a vue qui est un tableau où on a vu ça, hein? Dans les collections ici. Tu te rappelles les collections? On a des listes, donc vraisemblablement il va créer une liste de 4 mots, non? Ouais. Il y a de fortes chances. Ok. Donc le split, effectivement, il va splitter ta chaîne de caractères dans une collection qui peut être une collection de plein de choses, mais là, en l'occurrence, ah mince, oui, là on a vu que ça donnait une exception, donc je vais les mettre en hashtag. Hein. Sinon, on peut pas, on peut plus debugger le fichier. Donc, ok, je l'ai mis en commentaire, on est d'accord, pour qu'on puisse debugger quand même. Ok, donc, ah oui, ben là il n'y a pas de N2, donc il faut que je le mette en commentaire aussi. Voilà, merci. Hop, donc là, c'est simplement pour dire que ça fait une exception, je le laisse, hein, comme ça tu le retrouves. Ok, donc ici on voit bien, on a la chaîne de caractères hello, point virgule, machin, et puis là on va faire quoi? Un split. Alors regarde ce qu'il nous a créé, et bien tu vois bien qu'il nous a créé une collection, t'es d'accord? De chaînes de caractères, ok? Et qui contiennent à l'index 0, hello, world, toto et bye. D'accord? Ouais. Et si j'imprime, ben effectivement on voit bien, j'ai un tableau ou une collection, une liste de mots. D'accord? Ça c'est pour la fonction split, qui est assez importante parce qu'on l'utilise souvent. Donc c'est pour ça que je te la montre. Le reste, donc on a vu si c'était là où on a des fonctions qui nous permettent de savoir si toute la chaîne est lowercase, si toute la chaîne est uppercase, si toute la chaîne est alphanumérique, si toute la chaîne est alpha, si cette chaîne elle est ASCII. Et puis on a une fonction, on va regarder celle-là, c'est la dernière qu'on regarde pour les chaînes de caractères, c'est celle qui s'appelle format. Alors format, ça permet de formater une chaîne de caractères avec des arguments. D'accord? Donc si je regarde le format string, tu vois là par exemple, on peut dire first machin, tout, on peut faire un format avec des options. Donc, et puis ensuite on aura des types. Alors on va pas aller trop vite, on va faire le premier qui est tout simple. On va faire, donc ça c'est le format que je vais te mettre là. Alors, on imagine, on est d'accord, on avait notre nombre N2 qui était là, hein. Donc tu es d'accord que le nombre N2, c'est une variable flottante. Ouais. Ok. Et puis le nombre N1, c'était une variable entière, pardon. Donc on imagine que j'ai envie de mettre S égale, donc on va lui mettre, donc là on a le droit de faire ça, hein. Ok, donc my number integer is, et on peut lui mettre comme ça, donc ça veut dire qu'il va prendre un paramètre, ok, alors is, et puis, je sais pas, my float is, voilà. Donc, on est d'accord que, on va, donc je regarde format, on est d'accord que nous
et l'autre. Hein, on est d'accord? Alors attends, on va juste prendre les exemples. Voilà. Ok, et puis si je veux le 0, ok, bon bah voilà. Donc ici, on va mettre point format, et puis on va lui passer N1, virgule, N2. Donc dans mon S, normalement, on devrait avoir la chaîne de caractères, là, on est d'accord? Donc lui, il va faire quoi? Alors je ne sais pas si ça va marcher, mais je pense que ça va marcher. Lui, il va prendre la chaîne de caractères qui est là, et puis il va remplacer 0 par N1, et il va remplacer le 1 par N2. On est d'accord? Oui. Voilà. Et ben, on a quoi ici? My number integer is 1200, et puis my float is. On est d'accord? Ouais. Donc toi, ça te permet de formater des chaînes de caractères avec des types différents, plutôt que de convertir N1 en chaîne de caractères et puis, concaténer des chaînes de caractères. Ça, c'est chiant. On est d'accord? Maintenant, il y a d'autres choses. On peut prendre des exemples ici. Tu vois que lui, ici, il a pas mis 0, 1, 2, comme ici, là, 0, 1, 2, 2, 1, 0, donc tu les mets dans l'ordre, en fait, de ton format, on est d'accord? Mais là, il a utilisé, finalement, on va dire, des noms des noms qui sont plus parlants. Où il dit latitude, et après latitude, il dit que ça vaut ça, et puis longitude, il dit que ça vaut ça. On est d'accord? Ouais. C'est si tu veux spécifier, des noms cohérents plutôt que faire des 0, 1, 2, 3, à ce moment-là, tu peux effectivement mettre des noms variables. Et puis, il y a aussi la possibilité d'utiliser des pourcents pour dire quel type c'est. D'accord? Alors, D'accord. donc, je vais te prendre un. Est-ce qu'il y a ici? Je sais. Ouais, parce que tu peux. Il est là. Donc, purée. Donc là, on est bon. Ouais, mais moi, je veux format. Alors, vas-y. Hop, je vais dessus. Et puis. Purée. Oh, je vais mettre %D. Donc là, on va faire un test. On reprend celui-là, puisqu'il va très bien. Et puis on va faire différentes manières. Donc ici, je peux remplacer ça par exemple par %D et %F pour float. Ouais. Donc là, c'est quasiment pareil, sauf que j'ai pas dit 0 et 1, mais là, je dis le type que N1 il est, enfin, en quel type il faut le formater. Alors, on va faire un test. Vas-y, c'est bon. Donc là, on a vu que ça marchait. Hein, my float is machin. Et puis là, normalement, ça doit donner le même résultat. Ah non. Alors, attends. Je vais juste regarder. Parce que ça, c'est comme ça qu'on fait en C++. Hein. Python. %D. %F. Donc je recherche simplement. Hein. C'est tout. Hein. Alors on peut le faire directement. Ouais, alors c'est. Alors Alors il y a printf, pardon. Parce que moi, je regarde, c'est bizarre. Voilà, c'est ça. Alors eux, ils le font avec printf, mais moi, avec print,
juste. Hein. Ouais, normalement. Ah, alors il n'y a pas besoin d'utiliser format. Ok. Donc là, on peut l'utiliser. Oui, pardon. Alors, il n'y a pas de format ici. Ce sera, ce qui est assez bizarre, hein, mais on met directement les chiffres comme ça. Il veut ou il veut pas. Il n'y a pas de virgule. Et puis là, il n'a pas l'air de vouloir. Ah, il faut mettre 1%. Ok. Alors, la syntaxe en machin, elle est quand même un peu bizarre, je trouve. Mais bon, apparemment, c'est comme ça. Et bon, alors, j'aime pas trop. Donc, ici, on n'utilise plus format. D'accord? Format, lui, il le fait. Et puis ici, on utilise pourcent quand on veut mettre des pourcents D, pourcents F. Et puis ensuite, on met tous les paramètres qu'on a mis là-dedans. Alors, on essaye. Et puis après, je vais te montrer une dernière chose avec ça. Voilà, t'as vu? Donc, ça donne exactement la même chose, mais regarde ce que ça donne. La différence, c'est que là, il a mis beaucoup de chiffres après la virgule. D'accord? Alors, on peut imaginer, ça donne ça. D'accord? Ouais. Et puis, si on veut, par exemple, un chiffre après la virgule, d'accord? Donc, on peut lui dire point 1F. Et puis à ce moment-là, on aura ici la précision, point 1 digit de précision. D'accord? Donc on va voir si ça marche. C'est bien de voir si ça marche. Hein. Tac. Et donc, ici, regarde, j'ai bien un chiffre après la virgule. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrondi. Puisqu'il a dit que 95, ça fait 1. Tu as vu? Ouais. Voilà, donc il faut faire attention avec ça. Et puis maintenant, imagine, on est d'accord, j'avais un chiffre à virgule flottante. Donc, si maintenant, ici, j'ai le droit, hein, moi je sais que c'est un chiffre à virgule flottante. Donc si je mets pourcent D, est-ce qu'il va accepter ou va pas accepter? Bah, il va pas accepter. Non, il va accepter, il va prendre le float et il va le convertir en entier. C'est tout, parce que c'est du formatage. Il ne met pas un float dans un entier. Alors regarde, tac, et tu vois que ici, regarde ce qu'il a sorti. Donc le pourcent, c'est vraiment formater quelque chose dans un type défini. On est d'accord? Ok. Bon. Donc ça, donc les pourcents, tu les retrouveras, les pourcents, alors il est où les strings, voilà. Les pourcents, tu les trouveras ici, d'accord? Si on fait D, c'est un entier signé. Si on fait par exemple O, ce sera la valeur octale. Si on fait U, alors on ne l'utilise plus, bon ok. X, c'est en hexadécimal. D'accord? X, c'est en hexadécimal. C'est en hexadécimal, mais en uppercase, etc. Donc, tu vois, donc, on prend un exemple. Si maintenant je veux t'afficher cette chaîne, le N1 en hexadécimal, on fait un petit test. Donc ça, ce sera N1 displayed. Alors pourquoi il y a le type hexadécimal? C'est parce qu'on l'utilise beaucoup, on est d'accord? Donc, ça j'enlève, parce que moi j'ai besoin que du N1. Donc lui, my integer in hexa is, voilà, et bah tu vas voir que lui, il va, bon, ça on n'en a pas besoin, tac, donc lui, il n'a pas voulu. Ah, il voit pas le D. Il manque le D, non? Mais il voit pas le X. My number is. Mais t'as pas écrit. Ah, j'ai oublié, pardon. Ah merde, ouais, merci. Donc voilà, pour son X, merci. Au moins il y en a qui suivent. Donc effectivement, t'as raison, j'ai oublié de mettre le X, il me semblait que je l'avais mis. Donc voilà, et ben tu regardes en hexadécimal, c'était 1200. Hein. 1200, ça vaut 4B0.
D'accord? Ok. Ok. B, c'est Donc, billion. hein? 3B. Eh ben alors l'hexadécimal, ça va de combien à combien? Alors, on n'a pas encore fait les types, on les fera plus tard, hein. Donc, l'hexa, j'essaye de te montrer, voilà. Voilà. Non, l'hexa c'est simple. Donc l'hexadécimal, on verra un peu les types le prochain coup, hein. Donc l'hexadécimal, c'est ça. On Ok. va de 0 à F. Ok. Voilà. Pourquoi on va de 0 à F? Parce qu'on est sur des architectures Ouais, ça va pas. 8 bits, donc c'est du base, c'est du binaire, hein, d'accord? On est en base 2, donc 16, c'est 2 puissance 4, simplement. Donc c'est pour ça que l'hexadécimal est très utilisé en informatique, parce que ça On permet... va apprendre aussi. Parce Pardon? que ça, je l'ai dans mes cours, hein, le binaire. J'ai pas compris. On va apprendre le binaire parce que je l'ai dans mes cours, hein. Oui, oui, on va faire après les types. Pour l'instant, on les a pas fait. On va faire un chapitre, ben, on fera demain, alors je pense. On Ok. fera un chapitre sur binaire, octal, hexadécimal, et puis ça sera bon. Ok? Donc voilà. Donc si tu vois ici la table, hexa, eh ben, elle est là. Donc 0 ça vaut 0, 1 ça vaut 1, etc. Donc 9 ça vaut 9, et puis 10 ça vaut A. C'est simple. Le Ok. suivant il vaut A, le 11 il vaut B, le 12 il vaut C, le D il vaut 13, le E il vaut 14 et le F il vaut 15. Donc on verra demain le système hexadécimal. Ok? Mm. On est où là? Voilà. Alors je vais commencer à expliquer les classes, mais les classes c'est quand même assez compliqué, mais il faudra quand même... Et puis les fonctions. Alors on va commencer par les fonctions. Ok. Euh, ouais, je pense on va commencer par les fonctions pour faire une fonction toute simple. Euh, alors, comment on définit les fonctions là-dedans? Ça, c'est des méthodes. Ah, mais ça, c'est pour... ouais. Donc, moi, je veux faire une fonction. Alors, euh, voilà. Donc, on va faire des fonctions. Donc là, c'est pas très... Enfin, c'est pas très compliqué. C'est pas forcément simple, mais... l'idée, ça va être d'encapsuler des traitements dans des fonctions. D'accord? Alors, une Mm. fonction, c'est quelque chose que tu vas définir. Donc ici, je vais juste... donc là, on n'est plus dans les... on va faire ici un new folder. Et puis, on va faire functions. Voilà. Et puis celui-là, CV. Donc, je fais des copies, hein, simplement. OK, move. Et puis ici, on va l'appeler FNC. Ça va très bien. Et donc ça, ce sera pour la partie fonction. Donc les fonctions, simplement, c'est de définir, et c'est d'encapsuler en fait des traitements dans une fonction. Pourquoi? Parce qu'après, au niveau de la lecture du code, c'est beaucoup plus simple. Et puis surtout, une fonction, ça permet d'être réutilisée et appelée depuis différentes parties du code. Donc on imagine on va faire, donc là je vais lire tout ça, on n'a pas besoin, hein. Donc on va définir une fonction. Donc la façon de définir une fonction, c'est le mot-clé def pour definition. Et puis, on va donner un nom de fonction. Donc, on va dire par exemple display, display hello. D'accord? Ouais. Donc, ça, c'est le moyen de dire je crée une fonction qui va afficher à l'écran, par exemple, hello. Okay. Bon, on l'a vu, hein. Donc, c'est simple, hein. On va pas faire un truc compliqué, hein. Et je vais dire hello.
Donc là, on est d'accord que j'ai fait une fonction. Cette fonction, ici, je l'ai juste définie. Donc si je tourne mon truc là, bon, ben il se passe rien. Pourquoi? Parce que j'ai défini une fonction, mais je ne l'ai pas appelée. Non. Il faut l'invoquer. Donc pour invoquer ma fonction, je fais display hello. On est d'accord? Avec ouverture de la parenthèse et fermeture de la parenthèse, puisqu'on va voir, on peut mettre des paramètres. Et donc là maintenant, si je fais display hello, je l'invoque, on est d'accord? Donc si je fais F11, là je rentre dans la fonction, t'as vu? Le debugger il est rentré dans la fonction, il fait this, et donc là effectivement, t'as vu, il m'a affiché hello. Donc ça c'est, on va le mettre. Donc là, on a fait une fonction sans paramètres. T'es d'accord? Ouais. Ok. Maintenant, ce qui est pas mal, c'est par exemple de faire une fonction avec des paramètres. On va dire, donc là, ça c'était display hello. Maintenant, je fais une autre fonction avec un paramètre. Ok? Donc par exemple, one function with donc on va l'appeler display LOW. Donc ici, je dois lui donner je vais lui passer un paramètre. Donc les paramètres, ça peut être de n'importe quel type. Je peux lui passer un nombre, je peux lui passer une valeur flottante, je peux lui passer une chaîne de caractères, je peux lui passer une collection. Je peux lui passer ce que je veux. On est d'accord? Et là, je vais faire un seul paramètre qui sera, par exemple, une chaîne de caractères. Donc, je vais l'appeler S. Et puis ici, je vais mettre print, par exemple, de hello plus hop, S. T'es d'accord? Oui. Ok. Donc ici maintenant, si je fais display hello w de par exemple world, tu vas voir que eh ben ici, donc là on va bien regarder ce qui se passe parce que c'est important. F5. Donc là pour l'instant mes fonctions elles ne font pas grand chose, on est d'accord. Donc là si je fais F10, je ne rentre pas dans la fonction. Tu vois, F10, dans le debugger, je ne rentre pas dans la fonction. F11, là je vais faire F11, je vais rentrer dans la fonction. Donc regarde bien. Ici, je suis dans la fonction. On est d'accord? Donc, ce que j'ai passé ici en paramètre, ça c'est contenu dans la variable, si tu veux, le paramètre qui s'appelle S. T'es d'accord? Ouais. Donc, dans la fonction, lui, il connaît S. Ok. Alors, et puis là, ben évidemment, je fais print hello world. T'es d'accord? Ouais. Ok. Alors, je vais te montrer pourquoi, parce que c'est important. On imagine que ici, j'avais mis S1 est égal à hello. World. Donc on est d'accord qu'on peut passer S1. Ce que j'ai écrit là, c'est la même chose qu'avant, on est d'accord? Oui. Sauf que j'ai assigné World à S1 et ensuite je vais lui passer le contenu de la variable S1. Alors regarde bien, c'est pour ça, c'est pour illustrer, il faut bien regarder. Donc tu es d'accord que là, moi ici, S1 il existe. Tu es d'accord? Dans ce contexte-là, S1 il existe. Oui. Maintenant je rentre dans la fonction. Si tu regardes bien, S1 il n'existe plus. Non, parce que lui, cette fonction, il ne connaît pas S1. Ah bah non. Parce que j'ai appelé une fonction, lui, il n'a pas tout ce code-là. La fonction ne le connaît pas. La seule chose que la fonction connaît, c'est les paramètres qu'on lui a passés. C'est tout. Tout le reste, il ne connaît pas. On est d'accord? Ouais. C'est important ça. Et puis maintenant, quand je ressors, alors je
j'aurais dû mettre du code derrière, mais quand je ressors, ben, si tu veux, je reconnais S1. Bon, donc là, on a par exemple fait une fonction avec un paramètre. Maintenant, on peut faire, alors tu vois bien, tu as vu les fonctions, je les ai définies ici, je les ai définies en haut, et puis elles sont jamais exécutées si je les appelle pas. Tu as bien compris ça. Okay. Ouais. Donc si par exemple je fais P1, virgule, P2, virgule, P3, ou j'aime pas les noms de paramètres. Donc on va dire que ici, on va faire une autre fonction, on va faire une fonction avec deux paramètres qui va s'appeler sum number. Ok. Et puis, on va lui passer n1, virgule, n2. On est d'accord? Ouais. Et là, on va pas faire du print. Ce qu'on veut faire, c'est que on veut... attends, bouge pas. Je regarde juste. Voilà. Donc maintenant, tu es d'accord que moi, ce que je veux faire dans ma fonction qui somme des nombres, je veux simplement, donc c'est one function with two parameters and returning the sum. Tu es d'accord? Donc je vais faire quoi? J'ai un mot-clé qui s'appelle return, qui permet de retourner quelque chose. On est d'accord? Alors, je peux le faire en une ligne, on va le faire en une ligne, là. N1 plus N2. T'es d'accord? Oui. Ok. Donc maintenant, si je fais par exemple N égale à sum number de 3,5, tu es d'accord si j'imprime n, si on ne s'est pas gouré, normalement, on devrait avoir 8. Alors on essaye. Et puis ensuite, alors des fonctions, ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une seule ligne, on est d'accord. Hein. Donc là, je rentre dedans, on est d'accord, tu vois bien N1, N2, il vaut bien 3 et 5, F10, donc maintenant, ça a retourné quoi? C'est marqué return sum number 8. Maintenant, je l'assigne, on est d'accord que mon N, il vaut 8. Ok? Puisque j'ai retourné N plus 2. Donc là, j'ai une fonction qui prend deux paramètres et qui retourne une valeur. On est d'accord que cette fonction, elle ne retournait rien du tout. Ouais. Elle faisait que imprimer à l'écran hello plus la chaîne de caractères que tu lui avais passé en paramètres. Donc, maintenant, on peut faire cette fonction-là, on l'a fait sur une ligne. Ok, mais on peut imaginer que on peut faire sum number et multiply. Donc je vais lui passer, on va sommer les deux numbers et on va multiplier par M1. D'accord? Donc je fais une fonction avec trois paramètres. And returning the sum of... Donc je vais mettre sur deux lignes. Parce que là, déjà, je ne vais pas écrire the sum of n1 and by n1. Donc, bien sûr, je ne veux pas le faire en une ligne parce que je veux te montrer. Donc, on va dire par exemple, hein, n est égal à n1 plus N2, t'es d'accord? Ouais. Donc toi, je fais plusieurs lignes maintenant à ma fonction, c'est juste pour te montrer. Et puis, SM est égal à N fois, t'es d'accord? M1. Bon, je fais des traitements à la con. Et ici, t'es d'accord que je peux retourner SM. Ok? Donc je t'ai écrit plusieurs lignes. Les fonctions, c'est pas limité à une ligne. On peut écrire autant de lignes qu'on veut. Hein? Ouais. On peut faire des boucles dans des fonctions. On va voir. Donc ici maintenant, si je fais, on va le faire.
donc sum number avec la multiplication. Donc là, on va prendre 3,5 et puis on va multiplier par 10 pour dire, et ensuite on va imprimer. Ok, ben on va regarder, on va faire on va voir, tu vas voir comment ça marche. C'est parti. Ok, donc je rentre dedans avec F11, hein. Et puis on est d'accord que là, regarde, il connaît les 3 paramètres, t'es d'accord? Là, si tu veux, on est dans un stack, une pile, et donc ce qu'il fait, c'est que ici, tout ce qu'il y avait là, tu es d'accord que le N, il ne le connaît pas, le S1, il ne le connaît pas, tu vois ça? Ouais. Il connaît que ce que tu lui passes en paramètres. Donc regarde maintenant, il a bien créé une variable dans ma fonction, qui vaut 8. Et SM, il vient de créer une variable dans ma fonction, donc dans les fonctions, on peut créer des variables, on peut allouer des objets, on peut faire toutes sortes de choses, mais tu vas voir, là, on est d'accord, je vais retourner SM, mais tu vas voir que N et SM, quand je vais sortir de ma fonction, voilà, regarde, ils n'existent plus, ils sont détruits. C'est-à-dire qu'ils sont alloués en mémoire quand je rentre dans ma fonction, et au moment où je sors de ma fonction, il va détruire les variables qu'il a créées dans la fonction, et puis on revient dans le contexte de mon programme principal. D'accord? Ça c'est super important comme concept. On est d'accord? Ouais. Ok. Donc dans les fonctions, les seules choses qu'il connaît, c'est ce qu'on a passé en paramètres. Et puis ensuite, ben, rien ne nous empêche dans une fonction de créer des variables, etc. Mais quand on va sortir de la fonction, ces variables sont détruites. Et les variables qui sont définies dans la fonction ne sont pas connues du programme. On est d'accord? C'est ce qui permet, les fonctions, ça permet d'encapsuler des traitements, et puis ensuite, eh ben, tu utilises les fonctions que tu as développées.